Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année 2025 du Handi Pacte FIPHFP. Donc, ce webinaire consacré à la période de préparation au reclassement. Donc, nous sommes ensemble de 10h30 à midi. Donc, en termes techniques, comme on est un certain nombre, euh, on vous invite à poser vos questions via le chat si vous avez des interrogations, des compléments d'informations à demander. Et donc, je vais laisser la parole directement à Karen Guillemet pour un petit mot d'introduction. Bonjour Karen. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur un thème important, la période préparatoire au reclassement, plus communément appelée PPR. Donc la PPR est avant tout une phase de changement pour l'agent pour lequel une inaptitude a été prononcée, mais aussi pour l'établissement public qui l'emploie. Donc l'inaptitude impacte directement la carrière professionnelle de l'agent qui exerce dans l'un des trois versants de la fonction publique. La période préparatoire au reclassement a vocation à préparer, voire à qualifier son bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois publics. Cette période est une période transitoire pour les agents qui disposent ainsi d'un temps défini, en l'occurrence 12 mois, pour mûrir leur orientation professionnelle. C'est aussi une période qui peut s'avérer anxiogène au regard des enjeux qui en découlent. Néanmoins, la préparation à cette étape est essentielle pour assurer une transition en Ah, elle douceur dit même pas Madame et Ferré. pour maximiser les chances de succès. Donc, au cours de ce webinaire, nous explorerons les différentes facettes de la période préparatoire au reclassement avant de vous apporter des conseils précieux et de partager des bonnes pratiques. Des témoignages vont venir illustrer ce webinaire pour rendre le dispositif plus concret. Et puis, nous parlerons effectivement des aides du FIP qui interviennent au titre du catalogue dans le cadre des formations. En tout cas, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Daniel et à Loïc. Merci Karen. Donc le programme, on va avoir, on tient à remercier chaleureusement Loïc Palomba qui va se présenter juste après sur les principes généraux et puis des situations concrètes. Donc sur la PPR, une petite foire aux questions également, des questions qui sont un peu récurrentes sur cette thématique. Quelques retours d'expérience qu'on a pu identifier, puis l'intervention également de Karine Foisse du Centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg, et la PPR et le FIP, et quelques ressources documentaires qui vont pouvoir compléter l'information qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, on va commencer par les principes généraux PPR, et donc je laisse la parole à Loïc Palomba. Merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Loïc Palomba, je suis chargé de mission au centre de gestion de la Seine-Maritime sur les questions de reclassement et de handicap. Daniel m'a demandé, et Karen aussi, d'intervenir pour faire une petite présentation, un rappel général du dispositif de période de préparation au reclassement. Alors, je tiens à m'excuser auparavant parce que je risque d'avoir un prisme un peu territorial, vous vous en doutez, puisque moi je travaille exclusivement vis-à-vis des 1300 collectivités locales de la Seine-Maritime. Néanmoins, dans ma présentation, j'ai essayé d'être un peu plus œcuménique et être un peu plus administration avec un grand A, puisqu'on va le voir dans les rappels juridiques. Le texte sur la période de préparation au reclassement s'applique aux trois versants de la fonction publique. Alors, les premiers fondements juridiques, là, on a évoqué, on va revenir sur cette ordonnance de 2017 qui est importante. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'auparavant, le droit au reclassement a toujours existé. C'est-à-dire que dès la genèse de notre statut d'agent public, existait vis-à-vis des agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, l'obligation pour l'employeur public d'essayer de trouver une solution au reclassement. On a pris un autre braquet à partir de l'ordonnance du 19 janvier 2017, puisque cette ordonnance a prévu qu'un fonctionnaire reconnu inapte aux missions de son grade
avait droit à demander, à solliciter une période de préparation au reclassement durant au maximum 1 an. Donc ça a été vraiment le premier texte qui a généré plein de choses, plein d'espoir, plein d'attentes, et il a fallu, il faut être honnête, être un petit peu patient, puisqu'on va le voir sur la diapo suivante. L'ordonnance était très générique. Et on attendait ardemment des décrets d'application pour les trois versants, et vous voyez qu'ils sont arrivés de manière très étalée dans le temps. Les premiers servis, ça a été l'État avec un décret qui est arrivé le 20 juin 2018. Nous, à la territoriale, on l'a eu le 5 mars 2019. La fonction publique hospitalière a dû attendre bien plus longtemps puisque leur décret n'est paru, eux, que le 18 mai 2021. En tout état de cause, il était nécessaire d'attendre ces décrets puisque chaque versant a eu certes un noyau commun de mise en place de ce dispositif de période de préparation au reclassement, mais adapté à chaque fois aux versants de fonction publique. Donc c'était une nécessité quand même d'attendre ces décrets. D'où le retard pris parfois, notamment à la fonction publique hospitalière. Et puis plus récemment, en termes de fondement juridique, et là pour le coup, on a eu un décret qui a été publié le même jour dans les trois versants. C'est un versant, un décret, pardon, qui est intervenu le 22 avril 2022. On va y revenir, hein. Ce nouveau décret a tenu compte un peu des premières mises en œuvre de PPR et a rectifié le tir en donnant un peu plus de souplesse au dispositif avec une mise en œuvre à compter du 1er mai 2022. C'est surtout une question d'évolution et de souplesse par rapport à la mise en place du début de la PPR, et puis le report, on va y revenir aussi tout à l'heure, possible en cas d'arrêt maladie. Mais il y a après d'autres petits détails qui ont pu être intéressants sur ce décret-là. Petit rappel préalable, c'est que le reclassement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la genèse un peu de notre statut et c'est un principe général de droit. C'est-à-dire que ça a été consacré par l'ensemble des jurisprudences. Et je le précise tout de suite, mais évidemment, vous le savez tous, c'est une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que pour parler de manière très concrète, chaque administration doit essayer de mettre en œuvre un dispositif favorisant le reclassement pour sauver le statut de l'agent public, mais n'a pas d'obligation à y arriver. Après, on va voir ce que comprend l'obligation de moyens de manière très concrète dans la mise en œuvre de la PPR. Sur les conditions préalables, là on parle vraiment de reclassement et de bénéficiaire d'une PPR, il faut être fonctionnaire titulaire. C'est-à-dire que très concrètement, les PPR ne concernent pas les agents contractuels ni les agents stagiaires. Alors là, il s'avère que ce matin, j'ai évoqué une situation avec notre service juridique d'un agent justement dans une situation de stage préalable à une titularisation qui malheureusement a connu un accident de service et qui donc a été déclaré inapte par le conseil médical à l'ensemble de l'exercice des missions du grade pour lequel il n'avait pas été encore titularisé. Malheureusement, ce type de profil ne pourra pas bénéficier d'une PPR. Alors, ça ne veut pas dire que la collectivité ne peut pas se poser de questions pour essayer de trouver une solution éventuelle d'une nouvelle stagiarisation sur un nouveau grade qui soit compatible avec l'état de santé. En tout cas, le vrai dispositif PPR n'est accessible qu'à partir du moment où on est fonctionnaire, temps complet, temps non complet, on va y revenir, c'est possible pour les deux, c'est pas un problème. Et il faut avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'un avis favorable du conseil médical sur une inaptitude définitive à l'ensemble des fonctions, des missions liées à un grade. Mais pas à toute autre activité. C'est-à-dire qu'on en reparlera aussi ultérieurement. Lorsqu'il y a un avis d'inaptitude à toute fonction dans la fonction publique, malheureusement, l'agent forcément va sortir de la fonction publique avec notamment une retraite pour invalidité lorsqu'il s'agit d'un agent à temps supérieur à 28 heures. Et lorsqu'il est à un temps inférieur, bah, ça va être un licenciement pour inaptitude. Dans les cas que je vous ai reproposés, c'est bien pour recadrer le débat, c'est-à-dire que on a l'exemple d'un adjoint technique qui est reconnu inapte définitivement à l'ensemble des missions de son grade et il peut exercer par définition d'autres missions qui relèvent d'autres filières administratives, animation, patrimoniale, etc. Là, pour le coup, on est dans le vrai cas
d'une possibilité de PPR si l'agent fait ce choix. Dans mon deuxième exemple, on n'est pas du tout dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un adjoint technique qui serait sur une inaptitude définitive à son emploi d'agent de restauration collective, mais pas inapte à l'ensemble des missions du grade d'adjoint technique. Ça voudrait dire donc qu'il pourrait exercer d'autres missions relevant du grade technique, sur de la maintenance, sur de l'entretien, sur de la surveillance, etc. Ça veut dire que dans ce cas-là, il est simplement, entre guillemets, inapte à son poste de travail, pas inapte définitivement aux missions de son grade, pas de PPR, mais là, il faut se poser évidemment la question du changement d'affectation. Alors, j'ai fait un petit schéma pour récapituler un petit peu tout ça, parce que c'est pas toujours très clair, par rapport aux différents avis du conseil médical. Donc, sur la gauche, on a plutôt l'avis de reprise étant mieux, avec ou sans restriction. On peut proposer évidemment à la reprise des aménagements de poste de travail par le biais de prescriptions de médecins du travail. On peut aussi reprendre, et c'est souhaitable lorsque l'arrêt a été assez long, sur un temps partiel thérapeutique, ou bien, comme je le redis, s'il y a une inaptitude au poste de travail, proposer un changement d'affectation. Sur le côté droit, c'est l'avis du conseil médical sur une inaptitude pour le coup à la reprise. Alors, si on est sur une inaptitude temporaire, et qu'on en fait en fin de droit arrêt maladie, dans ce cas-là, on va proposer une disponibilité d'office en attendant une évolution de l'état de santé. Si malheureusement on bascule vers une inaptitude définitive, bah, soit on est inapte aux missions du grade et c'est un changement d'affectation, soit on est pardon, aux missions du grade et on propose une PPR, soit on est inapte à toute fonction à la fonction publique, auquel cas on part sur une retraite pour invalidité. La procédure, elle n'est pas très compliquée, vous la connaissez, ça part évidemment toujours de l'avis du conseil médical. L'administration informe par un courrier l'agent sur l'avis du conseil médical, même si de son côté il l'a. En tout cas, il l'informe de son droit à bénéficier d'un reclassement avec ou sans PPR. Et donc, il y a une proposition, là aussi on va y revenir. Moi, je pense qu'un courrier, c'est pas suffisant, très clairement, parce qu'on quand on propose à un agent PPR ou pas PPR, reclassement par reclassement, il n'a pas forcément toutes les connaissances statutaires nécessaires et va faire peut-être un choix par défaut, parce que spontanément, comme tout le monde, il va taper PPR sur Google et puis il va voir que ça lui permet d'avoir un maintien de 100% de sa rémunération puisqu'il va être en situation d'activité et puis qu'il va pouvoir continuer à cotiser pardon, au régime de retraite pendant cette durée de PPR. Donc, spontanément et de manière tout à fait logique, il pourrait tenter de faire ce choix premier de la PPR sans forcément mesurer derrière ce que représente cette période de préparation au reclassement en termes d'investissement personnel. Et une fois de plus, tout est lié à la situation personnelle de l'agent. C'est-à-dire que très clairement, moi, des fois, j'explique aux agents par rapport à leur situation d'état de santé, mais surtout par rapport à leur âge et leur situation familiale, que la PPR peut complètement s'imposer et être nécessaire pour eux, ou parfois pas du tout. J'ai le cas là d'une personne inapte définitivement en mission de son grade qui a 65 ans, qui peut bénéficier d'une retraite dans même pas un an. Je vois pas vraiment l'intérêt d'une PPR, sachant qu'elle est très éloignée de l'emploi, en tout cas d'un emploi très différent de celui qu'elle a exercé toute sa vie. Et donc l'agent, après, accepte ou refuse cette PPR, avec ou sans reclassement, ça aussi on en reparlera. Toujours conseiller quand même à l'agent de formaliser une demande de reclassement, parce que s'il y a un refus de reclassement de la part de l'agent, il y a une forte probabilité pour que la retraite pour invalidité derrière ne soit pas instruite. Ça veut dire qu'il y a une perte financière très certaine qui va y avoir derrière. Loïc, je me Oui, permets donc de rebondir sur les questions. N'hésitez pas à poser les questions sur le chat. L'employeur a une obligation d'information à l'égard de l'agent, point d'interrogation. absolument, c'est une nécessité absolue. Au moins par écrit, c'est le minimum. Laisser une trace comme quoi il y a eu un avis d'inaptitude définitif aux missions du grade par avis du conseil médical. Et surtout, demander par écrit à votre agent s'il souhaite un reclassement et s'il souhaite un reclassement avec ou sans la fameuse PPR. Et une autre question pour qu'avez-vous proposé à l'agent proche de sa retraite? Ben moi, je lui ai simplement demandé à ce qu'elle formalise. C'était un conseil. Après,
fait ce qu'elle voulait, mais c'est ce qu'elle a fait. En l'occurrence, elle a demandé à bénéficier d'un reclassement sans PPR. C'est-à-dire que là, on va être sur une formule beaucoup plus courte. On va être sur une formule qui va durer 3 mois. C'est ce qu'on appelle le maintien des droits à titre conservatoire en attente d'un reclassement. C'est-à-dire que concrètement, la personne reste chez elle et l'administration essaie de trouver une solution pendant 3 mois de reclassement sans mettre en œuvre une PPR. Et dans ce cas-là, la personne, au bout de 3 mois, s'il y a une solution, ou même avant, tant mieux, et elle est reclassée jusqu'à l'âge légal de sa retraite. Pour autant, s'il n'y a pas de solution de reclassement de trouver, on va instruire le dossier de retraite pour invalidité auprès, chez nous, de la CNRACL. Et dans ce cas-là, à la fin de l'instruction du dossier de retraite pour inval, en réalité, c'est pas vraiment sa retraite pour invalidité qu'elle percevra, mais ce sera quasiment sa vraie retraite puisqu'on arrivera à l'âge légal de cette personne. Moi, à chaque fois, je me dis pourquoi embêter quelqu'un qui est proche de la retraite, à moins qu'elle veuille aller au-delà de l'âge légal et jusqu'à l'âge limite de 67 ans, auquel cas c'est son droit parfait de demander une PPR, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on sent bien que la personne est fatiguée physiquement, psychologiquement, qu'elle n'a pas forcément le ressort nécessaire par rapport à ses problèmes de santé, par rapport à son âge, de se lancer dans une démarche de PPR, je vois pas pourquoi on lui proposerait systématiquement cette solution, alors que l'autre démarche de reclassement sans PPR peut tout à fait être satisfaisante. Sinon, c'est un peu le jeu du poker menteur. Je fais semblant de vouloir me reclasser alors que je sais pertinemment que dans quelques mois, je suis en retraite. Donc, je poursuis. Dans l'attente de la PPR, un agent voit sa prolongation de congé longue durée accordée s'il le demande. Oui, tant qu'il y a des droits à arrêt maladie, on peut prolonger. Et moi, franchement, je conseille plutôt de prolonger les arrêts maladie, si l'agent le souhaite, jusqu'à leur terme avant de débuter une PPR. Nous, d'ailleurs, avec nos collègues qui gèrent le secrétariat du conseil médical, on essaie de leur dire que ça serait bien que l'avis d'inaptitude définitif aux missions du grade intervienne plutôt en fin de droit à arrêt maladie, pour pouvoir débuter justement, s'il y a un souhait, une PPR. Pourquoi? Parce que si l'agent interrompt volontairement son arrêt maladie pour débuter une PPR, c'est tout à fait son droit. Son droit aussi, c'est à la fin de la PPR, qui est réussite ou échec, et ça c'est un peu plus embêtant au reclassement, il va pouvoir demander éventuellement à reprendre les droits là, à arrêt maladie qu'il avait laissé au moment où il a débuté sa PPR et à les poursuivre au terme de la PPR. Ce qui fait que ça coupe complètement la dynamique de retour en emploi. Ce qui fait que moi je préfère quand même que, si possible, les agents puissent clore leurs droits à congé arrêt maladie avant de débuter leur PPR. Et Donc, même en CLD, pourquoi pas. pendant cette période, la personne est-elle considérée en activité Oui, ça, on et va y ouvre. revenir, mais Ouais. effectivement, quelqu'un qui est en PPR est considéré comme en activité, ce qui justifie d'ailleurs pleinement le traitement à taux plein et les droits qui sont liés à un fonctionnaire en activité. Donc oui, il y a un certain nombre de questions. Ce que je vous propose, c'est on Ouais, va. peut-être on avance parce que je pense Ouais, que il il va y y a avoir des une questions. partie Ouais, des réponses qui vont être sûrement dans les diapos qui vont suivre. très bien. Alors, comment accompagner l'agent? C'est ce que je vous disais. Pour moi, je pense que c'est vraiment nécessaire, au-delà du courrier officiel d'information, de recevoir l'agent. Alors pour le coup, nous, au centre de gestion, on aime bien aussi rencontrer les autorités territoriales, les gestionnaires RH, avant même que l'agent ait déclaré officiellement s'il souhaitait bénéficier ou pas d'une PPR. Parce que lorsqu'il y a eu l'avis d'inaptitude définitive aux missions du grade et avant même que l'agent ne dise ce qu'il souhaite, bah autant là, à ce moment-là, apporter de l'information. Et puis nous, on est aussi un peu atypique vis-à-vis des collectivités locales parce que beaucoup de collectivités locales sont de toute petite taille et forcément les questions juridiques, procédures liées à la PPR, la plupart des collectivités ignorent complètement en quoi ça consiste en termes de droits et obligations de l'agent considéré, mais aussi des droits et obligations de la collectivité, de l'administration vis-à-vis de son agent durant cette PPR. Et donc, on aime bien faire une réunion où tout le monde est autour de la table et puis pendant ce temps-là, on va justement donner en quoi consiste tout ça, les éléments, et pour qu'il y ait un choix éclairé qui soit fait, à savoir si la personne souhaite ou pas
faire une PPR. C'est-à-dire qu'on va rappeler les objectifs et les modalités de mise en œuvre, les droits et obligations, les questions de rémunération à taux plein, puisque je le rappelle, on est en activité, et puis les conséquences aussi éventuelles d'un refus de PPR ou de l'échec à la PPR, puisque je pense que plus on est transparent, mieux c'est dès le début du dispositif. C'est-à-dire que ne pas se cacher par rapport au choix que peut faire l'agent, que s'il y a un refus de PPR, pour autant, il ne renonce pas à demander un reclassement, c'est le reclassement sans PPR, avec derrière, en cas d'échec, un droit à la retraite pour invalidité ou si c'est un agent qui dépend de nous, notre régime IRCANTEX, c'est-à-dire à temps non complet, un licenciement pour inaptitude, toujours les droits à allocation chômage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut leur rappeler pour les rassurer, parce que c'est un peu le filet de sécurité qui existe dans cette situation de refus de PPR ou d'échec au reclassement, avec l'indemnisation des congés non pris éventuels si c'est le cas. Je pense que plus on est transparent, plus on est autour de la table à expliquer toutes les solutions, tous les choix possibles avant même que l'agent ne fasse son courrier, mieux c'est en termes de transparence et de connaissance des conséquences que va pouvoir faire, qui vont arriver en fonction du choix de l'agent. Le début de la PPR, du coup, ça a été un peu modifié par le fameux décret de 2022. Il y a toujours des généralités qui existent, c'est-à-dire que si l'agent est en activité, la PPR peut débuter, pardon, à la date de la réception de l'avis d'inaptitude du conseil médical. Ça, c'est toujours la règle de base. Je dirais que voilà, la PPR globalement peut débuter à la date de réception de l'avis du conseil médical, mais on peut aussi, on va le voir, et ça c'est dans les nouveautés du décret de 2022, décaler le début de la PPR dans les 2 mois qui suivent la réception de l'avis d'inaptitude par le conseil médical. Donc, s'il est en activité, on peut faire débuter dès l'avis du conseil médical la PPR. Si l'agent est en arrêt, je vous le redis, moi je préfère quand même, si possible, attendre le terme de l'arrêt pour pouvoir être plus logique dans la mise en œuvre de la PPR. Alors, un truc qui m'est apparu quand même très bizarre dans le décret de 2022, c'est que on peut éventuellement faire débuter la PPR sur demande de l'agent à compter de la date à laquelle il avait saisi l'avis du conseil médical. Honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt parce que de fait, ça raccourcirait le délai de 12 mois de la PPR. Donc c'est une possibilité, honnêtement, je ne l'ai jamais mis en œuvre et j'ai jamais eu la demande d'un agent qui s'est faite en ce sens. Par contre, la flexibilité du décret de 2022 qui a prévu de décaler éventuellement de 2 mois la date de début de la PPR par rapport à la date de réception de l'avis du conseil médical, on le met très souvent en œuvre parce que ça permet à l'agent de se préparer un petit peu à tout ça et surtout, je dirais, à l'administration d'anticiper la mise en œuvre de la PPR qu'on va un peu détailler tout à l'heure. Quand l'agent est en CITIS, donc maladie pro ou accident de service, la PPR peut aussi débuter lors de la saisine du conseil médical, je vois pas trop l'intérêt, mais plutôt à la date de la réception aussi, hein. Mais surtout, la PPR va débuter à compter de la reprise des fonctions, c'est-à-dire qu'ils font un certificat de reprise et une consolidation pour pouvoir envisager le début d'une PPR dans ce cas de figure. De mémoire, Loïc, on n'avait pas de réponse à deux, trois questions qui viennent d'être posées là dans ta présentation. C'est les démarches pour demander une retraite pour invalidité prend plusieurs mois, voire un an. On Oui. positionne comment l'agent en attendant? On va le positionner, mais ça, on va le voir aussi sur les diapos qui vont D'accord. suivre. Mais on va le mettre forcément en disponibilité d'office en attente de l'instruction du dossier de retraite pour invalidité, puisqu'il faut qu'il ait une situation statutaire. La subtilité, c'est que, grosso modo, il sera quasiment toujours positionné en DO, disponibilité d'office en attente de l'instruction du dossier de retraite pour inval, avec donc le maintien de l'équivalent d'un demi-traitement, sauf pour les situations où précédemment, il y avait un CITIS, c'est-à-dire maladie pro ou accident de service, auquel cas, ça va pas être de l'ADO, ça va être tout simplement du maintien des droits à titre conservatoire en attente de l'instruction du dossier de retraite pour aval, avec cette fois-ci un maintien à plein traitement parce qu'il y a une antériorité de maladie pro ou d'accident de service.
Le report dans la limite de 2 mois s'inscrit dans quel cadre? Le report. Ah, Là, dans quel cadre? Bah, c'est le décret de 2022. d'accord. Le décret de 2022 prévoit très clairement la possibilité, non pas de démarrer la PPR dès qu'on reçoit l'avis d'inaptitude du conseil médical, mais de le décaler potentiellement, dans le cadre d'une négociation avec l'agent, de 2 mois à compter de la réception de l'avis du conseil médical. C'est le décret de 2022 qui le précise ça. Bon, il y a des questions auxquelles on va répondre. Pouvez-vous nous donner la différence DO et DO conservatoire? Alors, conservatoire, la disponibilité d'office pour raison de santé, s'il s'agit de ça la question, hein, Hmm. j'essaie de deviner. La disponibilité d'office pour raison de santé, c'est lorsqu'un agent est arrivé au terme des droits à arrêt maladie, mais que pour autant il n'a pas été déclaré définitivement inapte. Auquel cas, on peut le prolonger dans une situation de disponibilité d'office pour raison de santé parce qu'il n'a pas été déclaré définitivement inapte. L'autre déo dont j'ai parlé là à l'instant, c'est la disponibilité d'office qui va s'imposer parce qu'il faut bien une situation statutaire en attente de l'instruction du dossier de retraite pour invalidité, parce qu'on est arrivé au terme de la démarche de reclassement et que malheureusement, il n'y a pas eu de situation de reclassement trouvée dans l'administration. Et ça, je vais l'évoquer un peu après. D'accord. Donc, Alors, je passe à la diapo d'après. Celle d'après, c'est la durée de la PPR. Alors oui, on parle de la durée d'un an maxi. Effectivement, c'est ce que prévoit le texte. Évidemment, ça peut être plus court. C'est-à-dire que on va aussi peut-être en reparler tout à l'heure, mais si on trouve une solution de reclassement avant le terme de la PPR, je dirais que tant mieux. C'est pas la peine d'attendre la fin de la PPR pour reclasser l'agent. Si au bout de 2 mois de début de PPR, on a trouvé la solution, on interrompt de manière anticipée la PPR, et puis au revoir. Tout comme il est possible de mettre un terme anticipé à la PPR, là aussi on va en reparler tout à l'heure, pour des manquements répétés de l'agent par rapport à ses obligations d'un agent dans le cadre d'une PPR. En tout cas, ça ne peut pas excéder ces 1 an. Au début de la PPR, bien entendu, il faut prendre un arrêté pour stipuler la situation de PPR. Ça peut être, donc, vous l'avez compris, rétroactif si la date de début de PPR a été choisie par l'agent de manière précédente. Dans ce cas-là, il faudra penser à faire des régularisations par rapport au plein traitement qui est dû en PPR. Donc, plein traitement lié à la situation statutaire de l'agent au moment où il y a eu l'avis d'inaptitude par le conseil médical. C'est-à-dire que même s'il a été déclaré inapte définitivement en mission de son grade, c'est bien sur le grade dans lequel il était déclaré inapte qu'il va falloir le rémunérer pendant la PPR, tenant compte de son échelon, de son indice majoré de base. Après, on va reparler aussi des détails de la rémunération, mais globalement, on va maintenir les accessoires obligatoires, SFT, indemnité de résidence. Par contre, on en reparlera aussi, le RIFSEP, c'est selon le choix de l'administration. Alors, la nouveauté par rapport à la durée de la PPR, hein, c'est ce que je mets nouveau report de la PPR. Là aussi, on va le retrouver, ce détail-là, dans le décret de 2022. Ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est que les arrêts maladie qui sont durant la PPR vont reporter d'autant la fin de la PPR. Donc ça, c'est une souplesse qui a été apportée par le décret de 2022 qui n'existait pas auparavant, ce qui fait qu'un agent avant 2022 qui était arrêté 2 mois, et c'est un exemple que je vais vous donner tout à l'heure, pendant la PPR, en réalité n'avait qu'une PPR de 10 mois plutôt que 12, puisqu'il était en arrêt maladie pendant 2 mois. Là, aujourd'hui, on va reporter d'autant la fin de la PPR. Alors, on parlera aussi ouais, des arrêts maladie. On pourra, tant que j'y suis, je vous en parle parce que il y a des cas où on va avoir des agents qui rapidement, dès le début de la PPR, vont se mettre en arrêt maladie et c'est parfois tout à fait justifié, hein. Euh, Faudra vite se poser la question quand même de l'inaptitude à toute fonction. C'est-à-dire que logiquement, et là c'est la diapo qu'on voit tout de suite, la PPR, elle est constitutive de 3 éléments, la formation, des observations, puis des mises en situation professionnelle. Évidemment, tout ça doit être compatible avec l'état de santé de l'agent, et les périodes d'observation et de mise en situation doivent se faire
sur des métiers qui ne relèvent évidemment pas du grade pour lequel il a été déclaré définitivement inapte. Ça veut dire que normalement, ce qu'on va lui proposer en termes d'observation et de mise en situation, il n'y a pas de contre-indication avec son état de santé. Si pour autant l'agent est en arrêt maladie, ça peut être quelque chose de tout à fait normal en termes d'arrêt maladie classique pour une grippe, pour je ne sais quoi, se casser une jambe. Maintenant, si ça s'installe dans le temps, l'arrêt maladie, moi, ce que je conseille quand même aux administrations, c'est peut-être qu'au bout de 3 mois, peut-être diligenter une expertise médicale pour poser la question de l'inaptitude à toute fonction, à la fonction publique. Parce que, enfin, je veux dire, si la personne est en arrêt maladie pendant 1 an de sa PPR, bah, comme vous l'avez compris, il y a un report d'autant de la durée de l'arrêt maladie. C'est-à-dire que là, on va partir sur 2 ans. Et puis, si la personne vraiment n'est pas en capacité de faire des observations et mises en situation qui sont sans lien avec son métier initial, c'est qu'on peut légitimement se poser la question de l'inaptitude à toute fonction. Et donc, moi, j'ai fait ces préconisations à des administrations que j'avais accompagnées. Et effectivement, au vu des éléments, les cas, moi, que j'avais accompagnés, se sont tous soldés par un avis de l'expert sur une inaptitude à toute fonction et a donc mis un terme anticipé à la PPR avec une demande de reclassement malgré tout, puisqu'il y a le droit. Et en cas d'échec, bah, on repart dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'instruction du dossier de retraite pour invalidité. Sur le contenu, là, cette diapo de la PPR, c'est ce que disait au préalable Karen Guillemet tout à l'heure. Euh, En gros, la PPR, c'est quoi? C'est un processus, une procédure qui vise à accentuer et à accélérer les chances de reclassement qui existait, je le rappelle, depuis les fondements même de notre statut. Le droit au reclassement a toujours existé, mais le fait de créer cette procédure assez normée donne logiquement plus de chances à l'agent de pouvoir trouver une solution de reclassement et donc de sauver, puisque c'est quand même la vocation finale de la PPR, son statut. Et donc, à travers des formations, des observations, des mises en situation au sein même de son administration, je suis désolé, je vais parler encore de collectivité, mais on va parler d'administration, mais également, pourquoi pas, dans une autre administration. Donc là, c'est bien parce qu'on est tous réunis et on est issus de 3 versants de fonction publique. La PPR, elle ne s'arrête pas au mur de notre propre administration. Elle peut tout à fait, pourquoi pas, se faire dans un autre versant. Moi, j'ai pas mal d'exemples qui se sont d'ailleurs bien, bien passés. Il y a eu des apartés, parfois, de quelques personnes qui le souhaitaient, d'aller vers d'autres fonctions publiques. Je suis moi-même parfois sollicité par d'autres versants de fonction publique pour pouvoir accueillir sur une courte durée des agents issus d'autres versants. Et puis, l'avantage, projet dans le privé, je réponds tout de suite, c'est non. Mais je crois que ça fait partie d'une diapo qui va suivre. Tout ce qui est observation, mise en situation pendant une PPR doit nécessairement se faire dans une administration. Je rappelle que la vocation finale d'une PPR, c'est bien le reclassement. Qui dit reclassement dit changement de grade et donc préservation du statut de fonctionnaire. Si les mises en situation professionnelle, les observations se déroulent dans le privé, on ne sauvera pas le statut de fonctionnaire. Et donc, ce n'est pas du tout la vocation de la PPR. Maintenant, je ne remets pas en cause que, d'un point de vue purement RH, ça puisse être intéressant que la personne puisse découvrir un autre environnement et puisse éventuellement avoir un intérêt à se pencher vers le secteur privé. Mais légalement, ça n'est pas possible. C'est pas du tout prévu par les textes qui régissent la PPR. Par contre, moi, ouais, vas-y, il n'y a pas le son, Daniel. Sur le fait que, est-ce que la personne, l'agent, peut-il être chez lui pour travailler sur son projet de reclassement et être rencontré de temps en temps sur le site, ou doit-il être présent sur le site en dehors des périodes d'immersion? La période de PPR, c'est une période d'activité. On est tous confrontés à une situation où on peut être en télétravail ou être en situation présentielle. Tout dépend en fait de l'activité. Ça veut donc dire qu'une PPR peut éventuellement se faire en partie, pourquoi pas, sur du télétravail. Maintenant, s'il y a trop de télétravail, moi, il faut qu'on m'explique comment, à un moment donné, la transition professionnelle, avec un espèce de tutorat dans le service dans lequel on est accueilli, peut se faire exclusivement à distance. Je pense que l'aspect présentiel des choses dans le cadre d'une PPR est largement à privilégier. Et une fois de plus, comme la personne est en activité, elle doit se soumettre aux nécessités de service. Et on sait très bien qu'il y a certains postes qui sont plus ou moins télétravaillables. Donc oui, pourquoi pas,
Maintenant, je pense que dans l'intérêt de l'agent par rapport à l'efficience de la PPR, autant limiter au maximum quand même la situation de télétravail, même si parfois elle peut pourquoi pas être proposée. Donc, un agent PPR depuis septembre 2024, c'est ce que tu as dit déjà, plusieurs arrêts hospitalisés durant sa PPR et en arrêt continu depuis juin 2025. L'agent doit se faire opérer prochainement. Que peut-on faire dans cette situation? Donc là, Ah, j'imagine. je le répète, moi je me poserais quand même la question de l'inaptitude définitive à toute fonction. Et donc là, est-ce qu'on diligente une expertise? Point d'interrogation. Là, c'est sûr qu'avec des hospitalisations, c'est Donc un peu compliqué. ce qu'on peut dire peut-être, mais là c'est une pirouette, c'est qu'il faut que l'état de santé soit consolidé, entre guillemets. Bah, il faut que la personne soit en état pour faire ses formations, observations, mise en situation. Ça paraît être une évidence. Alors, sur le contenu, oui, on est à peu près bien. Alors, moi, quand je parlais de formation, de période d'observation, Euh, faut utiliser au maximum, je pense que vous le faites déjà, hein, les bilans de compétences. C'est-à-dire que le début de la PPR, si vraiment il n'y a pas de projet professionnel de reconversion clair pour la personne concernée, et c'est souvent le cas parce que c'est compliqué hein, d'être déclaré inapte définitivement en mission de son grade, même si parfois on est en arrêt depuis longtemps, donc on se doute bien que voilà, il va falloir se poser cette question. De là à trouver seul la solution pour un agent, c'est quand même très compliqué. Ce qui fait que le bilan de compétences, à un moment donné, c'est, je pense, un outil quand même très intéressant pour initier au moins la PPR. C'est-à-dire qu'on peut lancer la PPR, parallèlement à ce début de PPR, commencer, pourquoi pas, un bilan de compétences. Karen fera un rappel tout à l'heure, mais en plus, il y a des financements FIP jusqu'à 2000 euros. Ça veut dire que c'est quasiment intégralement payé, hein. Il est rare de trouver des bilans de compétences supérieurs à 2000 euros. Et c'est quand même un moment privilégié où l'agent peut être accompagné par un consultant et se dire, voilà, je suis à un moment charnière de ma vie où je me pose la question de ce que je veux, ce que je peux encore faire avec mes capacités, avec mon évolution personnelle, parce que le choix des orientations professionnelles qu'on fait à 20 ou 30 ans, c'est pas forcément le même qu'on fera à 50 ou 60. Et donc, du coup, moi, je trouve que dans le cadre de la formation, lancer parallèlement à des observations et des mises en situation, tendre la perche d'un bilan de compétences, ça me paraît être un outil super intéressant à mobiliser. Et une question qui est effectivement de statutaire, le temps partiel thérapeutique à 50% prolonge la durée de la PPR? Non, Non. non, non, ça prolonge pas. Par contre, c'est aussi un outil, hein, c'est une bonne remarque, qui peut tout à fait être mobilisé. Une fois de plus, la PPR, c'est un temps d'activité professionnelle. Si la personne est en difficulté de santé pour pouvoir réaliser une PPR à 35 heures parce qu'à la base, elle était à 35 heures, bah, pourquoi pas, si elle ressent le besoin et qu'elle n'est pas en capacité d'exécuter cette PPR à temps complet, de demander à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique. Par contre, une fois de plus, ça va limiter le temps effectif des démarches de formation, d'observation, de mise en situation. Donc c'est parfois complètement nécessaire, et on ne peut pas faire autrement, et tant mieux, il faut le mobiliser. Par contre, il faut bien insister auprès de l'agent que voilà, ça va pas prolonger d'autant la durée de la PPR. Pour parler de formation, puisque si tu peux remonter juste la diapo au-dessus, Daniel, parce qu'on parle de formation, de période d'observation, de mise en situation, euh, les formations pour aller au-delà du bilan de compétences, là aussi, ayez bien en tête l'ensemble des aides du FIP, hein, qui sont extrêmement importantes, puisque si la formation, qui peut être certifiante, qualifiante, diplômante, relativement longue et conséquente, éventuellement si c'est le choix de l'agent dans le cadre de sa PPR. Les financements du FIP en termes de prise en charge des frais d'inscription pédagogique vont jusqu'à 10 000 euros hein, sur la période de PPR. Donc c'est énorme et ça couvre la totalité d'une éventuelle formation lourde, mais en même temps qui pourrait déboucher sur une nouvelle certification, un nouveau diplôme pour l'agent concerné et donc faciliter la démarche de reclassement. Que ce soit d'ailleurs au sein de son administration, d'une autre administration, ou même, on parlait du privé, et éventuellement, même si c'est pas la vocation de la PPR, à l'aider par la suite dans une transition professionnelle vers le privé. Donc voilà, c'est ce que j'indique là. Voilà. La convention, alors vous verrez, je crois que Daniel, tu transmettras, mais il y a plein de modèles hein, de conventions, de PPR, puisque
au-delà de l'arrêté de mise en PPR qu'il faut absolument prendre, il faut, dans les 2 mois qui suivent le début de la PPR, absolument prévoir une convention. Dans cette convention, c'est très juridique, hein, on rappelle les droits et obligations de l'agent, de la collectivité dans cette convention. Nous, elle a la particularité d'être tripartite, mais ça, c'est propre aux collectivités locales, puisqu'elle est signée par l'agent concerné, évidemment, par l'administration d'origine, évidemment, mais aussi par le centre de gestion, qui est un tiers participatif à la mise en œuvre de la PPR. Et évidemment, il peut y avoir aussi dans cette convention un quatrième signataire nous concernant, c'est l'administration autre, extérieure à l'administration d'origine, qui pourrait accueillir la personne dans le cadre d'observation, de mise en situation. Donc là, nous, on a un modèle qui est dispo sur notre site du CDG 76, mais si vous tapez modèle convention PPR, vous allez en trouver plein et elles se ressemblent toutes un peu, hein. Ce qui est important, c'est l'article 3. L'article 3, c'est ce qui donne du fond, de la matière à la convention et qui engage l'agent, et c'est là où c'est intéressant, Oui. sur les formations et sur les observations et les mises en situation à prévoir. Ça donne un peu de contenu. Cette convention, donc voilà, c'est ce que j'ai mis, c'est qu'il faut à un moment donné mettre évidemment une date de début, une date de fin. Moi, j'aime bien proposer, mais c'est pas une obligation, de faire plutôt qu'une convention d'1 an, 2 conventions de 6 mois. Je trouve ça mieux. Pourquoi? Parce que généralement, quand l'agent débute sa PPR, il est dans l'expectative, il a rarement un projet de reconversion, de reclassement très clair en tête. Par contre, au fur et à mesure où il va pouvoir suivre un bilan de compétences, faire des observations, des immersions, pour le coup, il va y voir un peu plus clair en termes de souhaits. Et du coup, dans la deuxième mouture de 6 mois de la convention PPR, bah, le contenu du fameux article 3 sur les observations, mise en situation et formation vont pouvoir largement évoluer parce qu'il y aura eu cette maturité, cette réflexion qui aura largement évolué. Et donc, ça me paraît pas mal de faire 2 conventions de 6 mois. Bon, après, on peut faire une convention d'1 an et faire des avenants, hein, c'est pas non plus problématique en disant cet avenant reprend la convention initialement signée en date due. Simplement, l'article 3 est modifié. On ajoute telle formation, telle observation, telle mise en situation dans telle collectivité, telle administration. On peut faire des avenants, c'est pas gênant parce que c'est difficile de tout anticiper sur un an, hein, très clairement. Effectivement, donc sur les aides FIP, on y reviendra en fin de webinaire avec Karen et les modalités de sollicitation des aides du FIP. Et pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, ce sont des conventions bipartites et non pas tripartites. Ouais, on en avait parlé un peu, Daniel. C'est vrai que moi, je connais un peu moins la mise en pratique pour les deux autres versants. Donc, c'est un petit peu particulier pour nous. Ce qui est important, c'est que la convention, elle doit vraiment être notifiée à l'agent pour signature dans les 2 mois qui suivent le début de la PPR. Il faut essayer de pas dépasser ce délai-là. Ça n'empêche pas que la PPR ait pu débuter, hein, d'ailleurs, hein, avant même que la convention ne soit signée. Et on laisse un délai légal de 15 jours à l'agent à qui on soumet le projet de convention PPR. Si l'agent refuse ce projet de convention, il est réputé du coup refuser sa PPR. Moi, j'ai eu un cas qui s'est présenté de cette manière-là. On informe le service de médecine préventive du projet de convention. Alors pourquoi? Ça peut paraître un peu bizarre. Mais c'est un peu normal parce que le médecin du travail qui suit l'agent connaît ses pathologies. Et du coup, parfois, on peut prévoir un super projet de convention PPR avec des immersions extrêmement intéressantes dans différents services, des immersions anodines hein, en termes d'activité où on ne pense pas qu'il y ait des répercussions sur l'état de santé de l'agent. Pour autant, comme nous, on a évidemment le secret médical et qu'on ne connaît pas les pathologies de l'agent et on n'a pas à les connaître, naïvement, on peut penser que telle petite mission qui va lui être confiée pendant la PPR, est tout à fait compatible avec son état de santé parce que plutôt soft. Et donc voilà. Sauf que moi j'ai eu des cas où nos médecins de santé au travail bah, avaient mis des restrictions à un projet de convention PPR
notamment un cas d'une personne qui avait des missions administratives dans le cadre de sa PPR, alors qu'elle était ATSEM à la base. Donc on peut se dire pas de contre-indication particulière sur des missions administratives, mais dans l'ensemble des détails des missions, il était à un moment donné question qu'elle aille une ou deux fois par semaine en préfecture pour pouvoir amener des documents pour signature en préfecture. Et là, le médecin du travail a dit tout sauf ça. Tout le reste, c'est bon. Par contre, interdiction de prendre un véhicule de service pour aller en préfecture, tout simplement parce qu'il y avait une incompatibilité de l'état de santé avec la conduite d'un véhicule. En l'occurrence, on en a conclu très certainement que la personne avait un traitement médicamenteux qui était incompatible avec la conduite de véhicule. Voilà, donc d'où l'intérêt quand même de soumettre le projet de convention PPR à un médecin du travail. Combien d'observations de mise en situation professionnelle sont possibles sur un an? Je crois que là, c'est vraiment au cas Alors par là, cas. c'est très variable, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le contenu, on se le redit, c'est formation, observation, mise en situation. J'ai connu une situation où la personne a été pendant 12 mois en formation. Elle n'a fait aucune observation, aucune mise en situation. C'était la volonté de l'agent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait en tête dessus une formation qualifiante de secrétaire médical de mémoire et que la formation durait toute la durée de la PPR. Et donc, elle a émis ce souhait de bénéficier de cette formation dans le cadre de sa PPR en étant bien consciente que de fait, elle renonçait à des observations mises en situation. Quoique, dans le cadre de sa formation, je crois qu'il y avait l'obligation de stage, donc ce qu'elle a pu faire dans une administration, pas dans le privé. Et du coup, ça peut être 100% d'observation, alors là, ça va être un peu ennuyeux. Ça peut être 100% de mise en situation, ça peut être 100% de formation. Après, l'idéal, c'est de mixer un peu le tout, parce que je pense que la découverte in situ auprès de collègues, de métiers, de nouveaux environnements de travail, c'est quand même hyper intéressant. Et puis le fait de laisser une ouverture sur différentes activités, c'est enrichissant. Maintenant, il faut toujours que la PPR, elle soit un peu la connexion des souhaits de l'agent, mais aussi peut-être aussi des besoins de l'administration. Parce que si le besoin pendant la PPR devient pérenne, bah ça peut pourquoi pas devenir une solution de reclassement si l'administration se dit ah bah tiens, on avait un petit besoin de renfort, puis on s'aperçoit qu'en fait elle fait un boulot à la personne d'en faire, et puis bah peut-être que ça pourrait être un reclassement au terme de ces immersions professionnelles, et tant mieux, quoi. On revient à un arrêté de placement en PPR pour l'agent. Donc, c'est un arrêté, c'est en quoi consiste-t-il Ouais, exactement? c'est un arrêté classique, hein, comme vous prenez pour un arrêté de mutation, un arrêté de DO, c'est un arrêté de mise en PPR qui est nécessaire avec une date de début, une date de fin. Ça dure un an. Donc là, c'est évidemment nécessaire, une fois que la personne a débuté sa PPR, de le stipuler par le biais d'un arrêté, hein. Donc, tu as déjà investigué sur le sujet. Donc, le projet est construit par l'agent ou l'employeur. C'est une Par les concomitance. deux, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que la collectivité, enfin, pardon, l'administration impose à un agent de le mettre dans tel service pendant 12 mois, ça peut être perçu comme très limitatif parce que l'agent a peut-être d'autres velléités, d'autres envies. Maintenant, des fois, les agents disent, bah, moi, je voudrais faire que mon stage en bibliothèque. Ben oui, sauf que la bibliothèque, en l'occurrence, dans l'administration concernée, n'est peut-être pas en capacité d'accueillir en observation, en mise en situation pendant 12 mois la fameuse personne. Donc là, c'est un espèce de compromis qu'il faut essayer de trouver pour que chacun puisse y avoir un intérêt. Et le but, hein, à la base, c'est quand même d'essayer de trouver, si possible, une solution de reclassement au terme de la PPR. Donc ça, faut aussi l'expliquer à l'agent en disant, ok, on comprend que vous ayez des interrogations sur tel environnement de travail, sur tel métier, et on va essayer de vous faire accueillir quelques jours dans cette structure, mais c'est pas facile parce qu'il y a un contexte où on n'a pas le temps de vous tutorer, etc., où il n'y a pas la place physique, donc ça va vraiment être très court. Par contre, on a un besoin de renfort dans tel service. Même si à la base ça vous dit pas trop, bah ayez la curiosité d'aller voir et peut-être que vous allez accrocher. J'ai déjà rencontré pas mal de situations comme ça. Je pense notamment à une adjointe technique qui faisait l'entretien des locaux, qui a été un peu forcée et contrainte parce qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions
la commune étant assez petite, d'aller dans le service technique au niveau alors évidemment pas sur des fonctions techniques puisque c'était son grade, mais sur l'aspect secrétariat du service technique. Elle y est un peu allée à reculons à la base. Le maire lui expliquait qu'il y avait un besoin de renfort dans ce service. Et puis au final, il s'est avéré que ça lui a vraiment beaucoup plu, ces missions-là, et qu'au final, elle a été reclassée dans le service technique sur un grade d'adjoint administratif, puisqu'elle avait des fonctions de secrétariat dans cette direction-là. Donc, quand vous parlez d'un arrêté, cela peut être une décision. Oui, je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais moi je parle plutôt d'un arrêté, quoi. De toute façon, on a, à l'issue de la présentation de Loïc, on a une petite fac, foire aux Oui, une questions petite que vous fois, pourrez fois faire, question. En effet. Ouais, et ouais. puis on pourra aller plus en avant. Hmm. Effectivement, ça peut être aussi, on parle de décision, d'arrêté, c'est le même, c'est une terminologie différente pour dire la même chose, hein. La mise en œuvre, donc j'évoque que dans l'hypothèse où le fonctionnaire effectue sa PPR en dehors éventuellement de son administration d'origine, il faudra bien élaborer une convention pour mettre noir sur blanc les modalités d'accueil de l'agent. Il ne s'agit pas que ça se fasse comme ça en se tapant dans la main, vous en doutez. Donc là, moi, je conseille, soit on a l'information en amont et on l'intègre à la fameuse convention PPR, soit ça se décide au fur et à mesure, et ça se décide en fonction des opportunités au fur et à mesure de l'avancée de la PPR, auquel cas on fait simplement un petit avenant à la convention PPR pour prévoir que l'agent sera dans telle administration de telle date à telle date. Pour y effectuer une observation de mise en situation dans tel service, on va préciser un peu les choses. Évidemment, pendant cette période, en dehors de son administration de l'origine, l'agent continue à être rémunéré à taux plein par son administration d'origine. C'est évidemment pas l'administration d'accueil qui va le rémunérer. J'ai un cas très concret, moi, d'une personne qui était ATSEM dans une toute petite collectivité locale où il y avait très peu de capacité d'accueil parce que deux agents et demi. Voilà, donc c'était très restreint et elle a eu la bonne idée d'aller solliciter une administration qui était juste à côté, mais beaucoup plus grosse, dans un service d'urbanisme en l'occurrence. Elle a effectué la totalité de sa PPR, 100%, en dehors de son administration d'origine, dans l'autre administration, l'autre collectivité locale qui a accepté de la prendre. Bah pour l'autre administration, c'était pas mal parce qu'ils ont pu bénéficier de quelqu'un, certes, découvrant l'environnement de l'urbanisme et n'ayant aucun préalable en termes de connaissances théoriques ou pratiques. Il n'empêche que pendant un an, ils ont pu la former, donc elle est beaucoup partie en formation. Il y a eu beaucoup de transferts de connaissances de la part d'une collègue. Et puis bah, pendant un an, elle a pu apprendre ce métier, ce nouveau métier. Et au terme de la PPR, elle a été reclassée dans cette autre collectivité locale. Donc ça a été une vraie réussite en l'occurrence. Et simplement, il y avait eu un avenant de prix. Elle avait effectué toute sa PPR dans cette autre collectivité. Alors, je le rappelle en gras, la période de préparation au reclassement, mais je l'ai déjà dit un peu en propos liminaire, n'exonère pas l'administration et la personne concernée de rechercher un autre emploi dans le cadre d'un remplacement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, une fois de plus, obligé d'attendre le terme de la PPR pour essayer de trouver une solution de reclassement. Et j'ai pas mal de cas où les PPR ont été interrompus de manière anticipée parce qu'une solution de reclassement avait été trouvée avant le terme de la PPR. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, évaluation, ça me paraît vraiment nécessaire. C'est souvent prévu dans un article de la convention. Vous verrez le modèle là, qu'on avait élaboré. Et dans tous les modèles de convention PPR, il y a toujours un aspect évaluation de la réalisation de la PPR par l'administration d'origine. Alors, une périodicité, moi, je vous conseille de la fixer, c'est-à-dire se dire, on se fait un point tous les mois ou un point tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Franchement, une fois par trimestre, ça me paraît être le minimum parce qu'à un moment donné, l'agent, il faut se mettre à sa place. C'est pas évident à un moment donné d'être sorti de son contexte professionnel, de s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle posture professionnelle qu'il connaît pas. Et donc les évaluations sont vraiment indispensables pour pouvoir d'ailleurs réorienter le contenu même de la PPR pour la suite, avec notamment des avenants. Les manquements caractérisés, j'en parle vite fait, je vous l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Là aussi, les textes prévoient qu'éventuellement, et c'est toujours dans la convention que c'est indiqué, PPR aussi, qu'éventuellement, il peut y avoir une fin anticipée de PPR à partir du moment où l'agent, en phase de reclassement,
et sur des manquements répétés, caractérisés par rapport à l'engagement qu'il avait pris dans le cadre de l'acceptation de sa PPR. Alors souvent, c'est toujours un peu les mêmes cas. C'est des cas de retard, d'absence injustifiée. Là, j'ai eu encore, il y a peu de temps, quelqu'un qui n'était pas allé en formation. Et les centres de formation, ils tiennent quand même à informer les administrations qui payent. Et il n'y avait pas d'arrêt maladie justifié. Donc ça, au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, ok, mais là, il faut faire des écrits. Et au bout de deux, trois écrits, mettre en demeure la personne en disant c'est la dernière fois, sinon il s'agit de manquements répétés caractérisés par rapport aux termes de la convention PPR que vous avez signée. Et j'ai eu plusieurs cas de fin anticipée de PPR parce que la personne avait des manquements. Et donc, ces Et donc, sanctions. dans ce cas-là, fin anticipée de PPR, je réponds à la question que j'ai entreaperçue là, à l'instant. Fin anticipée de PPR, il faut malgré tout que l'agent, hein, par rapport à ses droits, sollicite un reclassement, même s'il y a une fin anticipée de PPR, c'est ce que je conseille, qu'il la formalise par écrit. Il va être maintenu dans ses droits à titre conservatoire à plein traitement pendant 3 mois. 3 mois qui vont essayer de trouver une solution de reclassement dans ou en dehors de l'administration. Et puis en cas d'échec, bah, inaptitude, échec au reclassement, ça veut dire bah, retraite pour invalidité. Donc là, on va le remettre en DO en attente de l'instruction du dossier de retraite pour invalidité. C'est pas parce qu'il y a eu des manquements répétés pendant la PPR qu'il n'y a pas un droit à reclassement derrière. Parce que derrière, ça a des conséquences financières pour l'agent. Donc, même si on sait qu'il y aura échec au reclassement parce qu'il s'est pas bien comporté, il n'a pas joué le jeu, faut au moins qu'il puisse bénéficier de son droit à percevoir, la retraite pour invalidité. Là, on revient à la situation de l'agent, on l'a déjà du coup un petit peu dit, mais notamment sur les aspects de la rémunération. Euh, Évidemment, plein traitement et les accessoires, SFT, indemnité de résidence. Sur le régime indemnitaire, le texte est très clair, il dit que c'est au choix de l'administration. Donc là, à vous de dire, une fois pour toutes, si les personnes en PPR auront le droit ou pas à leur régime indemnitaire qui s'appliquait initialement à leur fonction, à leur cadre d'emploi. Je conseille là aussi de délibérer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous faites un toilettage de votre délibération relative au régime indemnitaire, faites peut-être un petit laïus sur si un agent est en PPR, il est maintenu dans son régime indemnitaire, ou bien il perçoit que 50%, ou ne perçoit pas de régime indemnitaire. Mettez les choses clairement. S'il n'y a pas eu de délibération, écoutez, bah, vous le spécifiez dans la fameuse convention PPR. Une fois de plus, il y a un article dans la convention PPR qui dit que l'agent est maintenu à plein traitement avec ses accessoires. Et c'est là où il faut rajouter une ligne. Est-ce que oui ou non, il est maintenu dans son régime indemnitaire durant la PPR? Par expérience, il n'y a pas vraiment de règle qui sort statistiquement des pratiques des administrations, en tout cas pour les collectivités locales. On va dire qu'on est sur du 50-50. Certaines autorités territoriales, peut-être à juste titre, hein, j'ai pas de jugement de valeur, estiment que l'agent n'est pas maintenu dans son régime indemnitaire parce qu'il est plus dans ses fonctions initiales, mais il est plus en phase d'apprentissage, de période d'observation, et donc ça ne justifie plus ce régime indemnitaire. D'autres, à l'inverse, disent bah la personne est déjà face à une situation très compliquée psychologiquement parce qu'elle a été déclarée inapte. On va pas rajouter la sanction entre guillemets financière, auquel cas, ok, elle produit plus forcément ce qu'elle produisait auparavant dans le cadre de sa PPR puisqu'elle est en apprentissage. Malgré tout, on souhaite maintenir le régime indemnitaire. Il n'y a pas vraiment de pourcentage qui se détache pour l'une ou l'autre des pratiques. Elle conserve ses droits à avancement, etc. Ça, c'est normal, hein. Elle est en activité de toute façon. Alors, à la fin de la PPR, parce qu'au bout d'un moment, on sort de cette situation, et c'est bien l'objectif de cette PPR, il faut bien que l'agent présente une demande écrite. C'est-à-dire que dans les jours ou les semaines précédant la fin de la PPR, il faut bien de nouveau que l'agent matérialise par l'écrit auprès de son administration son souhait à bénéficier d'un reclassement. Et au terme de la PPR, les textes disent que c'est 12 mois, ok, et une fois que c'est fini, il y a un maintien des droits à titre conservatoire pendant 3 mois supplémentaires, pendant lesquels, et là c'est la dernière ligne droite, l'administration d'origine et l'agent concerné doivent essayer par tout moyen de trouver une solution de reclassement. Alors, si la solution de reclassement est trouvée au terme de la PPR, on va pas faire les 3 mois pour le plaisir, hein, ça sert à rien. Par contre, les 3 mois, c'est vraiment la deadline supplémentaire
à plein traitement, pendant lesquels il va falloir mettre les bouchées doubles pour l'agent, notamment s'il voit que des perspectives de reclassement, manifestement, n'existent pas au sein de sa propre administration. Alors là, on conseille, nous, pour démontrer que l'administration a fait son boulot au-delà de la mise en œuvre de la PPR, pourquoi pas d'envoyer des courriers auprès d'autres administrations pour proposer le profil de la personne pour laquelle ils n'ont pas de solution pour l'instant de reclassement. Ça participe à ce qu'on appelle l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultats. Alors, en cas de réussite, et on espère tous à chaque fois que ça se finisse bien, c'est que l'agent va soit être détaché dans son nouveau cadre d'emploi pendant un an, et exercer donc un nouveau métier, avec un grade de niveau complètement équivalent, mais dans une autre filière, même indice majoré, même échelon, hein. Je suis adjoint technique, huitième échelon, je suis reclassé adjoint administratif, huitième échelon. Il est possible, et là je l'ai précisé, éventuellement de reclasser la personne dans un grade de niveau inférieur avec le consentement de l'agent, avec évidemment un maintien de la rémunération à titre personnel. Ça, je l'ai rencontré notamment lorsque les agents ont plus des problèmes psy. J'ai en tête le cas d'un catégorie B administratif qui avait été déclaré inapte définitivement aux missions de son grade pour des raisons psy, très clairement. L'administration a trouvé une solution de reclassement au terme de la PPR sur un grade de catégorie C, toujours de la filière administrative, mais en catégorie C, parce que la personne avait des troubles qui l'empêchaient dorénavant d'exercer une expertise qui générait un stress particulier, surtout plus d'encadrement. Donc dans ce cas-là, il y a eu un reclassement sur un grade de la même filière, mais sur un grade de catégorie inférieure, avec un maintien du salaire à titre personnel. Et dans ce cas-là, c'est le but ultime de cette PPR, c'est la poursuite de la carrière en qualité de fonctionnaire. Alors, plutôt que passer par le détachement, autre solution, moi, j'aime bien qu'il y ait une période de détachement pour pouvoir mettre la personne face à une situation de 12 mois sur un profil de poste et la tester, voir si ça fonctionne bien. Sinon, l'alternative la plus radicale, c'est l'intégration directe qui permet le reclassement sans passer par la période probatoire de la période de détachement de 12 mois. Je vous dis que, alors ça peut se faire, hein, notamment si la personne pendant la PPR était sur des missions précises assez longtemps et que ça s'est super bien passé. Bon, au terme de la PPR, pourquoi pas l'intégrer directement sans passer par le détachement parce que c'était très concluant et qu'on a la certitude que ça va bien se passer. Maintenant, j'ai le cas d'échec à des reclassements. C'est-à-dire pas l'administration a bien trouvé une solution de reclassement au terme de la PPR dans une autre filière. Pour autant, ça s'est pas bien passé dans l'autre filière non plus. Et du coup, heureusement que la collectivité, l'administration était passée par le détachement, parce qu'au bout d'un an de détachement, la personne ne remplissait pas les obligations du cadre d'emploi et d'ailleurs a reconnu qu'elle n'était pas adaptée non plus à ce cadre d'emploi. Et dans ce cas-là, à la fin du détachement, la personne retourne sur son grade d'origine pour lequel elle a été déclarée inapte définitivement aux missions de son grade. Et là, ça veut dire que là, c'est un échec au reclassement après avoir tenté un détachement. Auquel cas, on va instruire un dossier de retraite pour invalidité, malheureusement, et la personne sortira. C'est ce qu'on voit dans la diapo suivante, c'est l'échec à la PPR, puisque ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on rencontre aussi. Et là aussi, il faut être très transparent hein, pour en revenir au début de mon propos, c'est-à-dire que lorsqu'on donne des explications sur la démarche de reclassement, la démarche de PPR à un agent, toujours lui expliquer comment ça peut bien se finir et comment ça peut ne pas bien se finir. Autant être transparent et qu'il ne tombe pas de l'armoire le jour où on lui dit désolé, après la PPR, il n'y a pas de solution parce qu'on n'a pas la possibilité, parce que vous n'avez pas un profil adapté à nos postes vacants. Autant que la personne sache à quoi elle peut s'exposer en cas d'échec à ce reclassement. Et donc là, l'administration devra démontrer à travers son tableau des effectifs qu'il n'y avait pas de poste vacant ou pas de poste vacant adapté à son profil de compétences. D'où le fait que j'ai mis éventuel procès-verbaux de jury d'entretien de sélection
si l'agent a postulé en interne, mais qu'il n'avait pas le bon profil du tout adapté au poste à pourvoir, et puis les différentes propositions qui ont pu être faites auprès des administrations qui se situaient à côté, toutes les pièces qui justifient que ça n'a pas fonctionné en interne, en externe. Pourquoi pas, moi je dis aux collectivités de l'inciter l'agent à me rencontrer pour essayer de trouver et l'accompagner à une solution de reclassement en externe. Je rappelle que l'obligation, c'est les moyens, mais pas le résultat. Donc j'ai le mauvais rôle, hein, le rôle du maître du temps. Donc il y a quelques questions quand même qui sont intéressantes. Si le projet de l'agent comprend 3 ans de formation pour devenir préparateur en pharmacie, donc Ah là, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, parce que là, la PPR, elle est limitée à 12 mois. Donc, à la rigueur, les 12 mois plus les 3 mois de maintien des droits à titre conservatoire sur lesquels on peut jouer, qui peut être une variable d'ajustement, on va être sur 15 mois. Donc là, si la formation elle va au-delà, c'est pas possible. et qu'en reclassement au grade inférieur, quid du régime indemnitaire, exemple d'un agent qui était aide-soignant avec les primes afférentes. Si l'agent intègre la filière administrative, on lui donne les primes de même niveau. Et malheureusement, là, dans ce cas-là, on ne peut pas maintenir un régime indemnitaire lié à un cadre d'emploi dans lequel il a été déclaré inapte auparavant. Il va falloir adapter le régime indemnitaire au nouveau cadre d'emploi et aux nouvelles missions dans lesquelles il est reclassé. Donc là, on peut pas maintenir ça, hein. Et si la personne est de nouveau inapte au nouveau grade de reclassement, nouvelle PPR, ben là, Non, non, non. non, non. Là, c'est l'exemple que je donnais. Au bout d'un moment, là, c'est pas possible. Enfin, on va pas enchaîner les pépères. Là, après, ça pose la question d'échec au reclassement, pour le coup, puisque pendant le détachement, il y a eu échec, et c'est l'instruction du dossier de retraite pour un val, hein. En cas d'échec, Alors, pardon, oui, en cas d'échec, excuse-moi Daniel, j'étais perdu, je regardais les questions, mais on y reviendra peut-être plus tard. Alors donc, en cas d'échec à la PPR, bah, du coup, l'agent est radié des cadres, c'est-à-dire qu'il perd son statut d'agent public, hein, de fonctionnaire. C'est un peu ça qui est difficile à accepter souvent de manière très concrète, hein, pour les personnes concernées. Moi, j'évoque toujours quand même l'aspect le plus positif possible de l'après. C'est-à-dire qu'heureusement, il y a des filets de sécurité qui existent après cette radiation des cadres, notamment l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, qui, je le rappelle, hein, est assumée financièrement par les administrations, puisqu'on n'a pas d'assurance chômage vis-à-vis de France Travail. Donc là, c'est l'administration qui va payer l'ARE, mais aussi la retraite pour invalidité. Alors, la retraite pour invalidité, elle va être extrêmement variable, vous le savez, en fonction de la cotisation. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de jeune et qui est rentré dans la fonction publique que depuis 2 3 ans, la retraite pour un val, elle va être assez ridicule, ça va être quelques dizaines d'euros. Par contre, si c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans et qui a toujours travaillé dans la fonction publique en qualité d'agent fonctionnaire, pour le coup, la retraite pour invalidité sera relativement élevée et très proche de la retraite à taux plein à laquelle elle aurait pu accéder si elle était allée au bout de sa carrière. Et je donc dis toujours qu'une deuxième vie professionnelle débute. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est déclaré inapte définitivement aux missions du grade, qu'on a été en échec de reclassement et radié des cadres, qu'on ne peut plus travailler. La personne, si son état de santé le permet, bien entendu. Et c'est là où France Travail regardera si la personne est en capacité de le faire. Mais si elle l'est, elle peut tout à fait retravailler dans le secteur privé, dans le secteur associatif, CDD, CDI, et même, pourquoi pas, dans une administration en qualité d'agent contractuel. C'est tout à fait possible aussi après cette radiation des cadres. et si l'administration décide tout de même de prolonger la PPR au-delà des 15 mois, c'est pas possible, Bah, c'est j'imagine. pas blanc-bleu, hein. Moi, là, faut qu'on m'explique sous quel statut on le met, hein. Et on ne peut pas demander une retraite pour invalidité si le motif d'échec au reclassement est d'ordre professionnel. Je comprends pas trop la question. Ah non, moi non plus. Madame Pérez, si vous pouvez préciser. Et puis je suis désolé, mais comme on est un peu Ah, il est timé, 42 déjà. donc un petit exemple. Ouais, un petit exemple concret. Alors, exemple intéressant parce qu'en plus, c'était la première PPR qu'on accompagnait au centre de gestion
de la Seine-Maritime. C'est une collectivité de plutôt taille moyenne petite, hein, 117 agents, donc pas très grand. C'était le profil de quelqu'un qui était éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet, qui était chef de bassin, donc maître nageur sauveteur, avec une formation très classique pour un maître nageur sauveteur de Bézanne. Et malheureusement, cette personne était en activité avec de grosses difficultés de santé qui se sont marquées au fur et à mesure des années. Nos médecins de prévention sont intervenus pour émettre des restrictions, essayer d'aménager le poste de travail au maximum. Malheureusement, avec la dégradation de l'état de santé, la collectivité voyait que, en termes de sécurité, ça le faisait plus, et donc il y a eu une expertise auprès d'un médecin agréé qui a déclaré inapte définitivement aux missions du grade cette personne-là. Elle était encore en activité, donc ça a été un peu un choc, hein, la manière dont ça s'est passé, parce qu'il n'y avait pas de... Alors il y a eu des arrêts perlés, mais au moment où on l'a déclarée inapte, elle était encore en activité. Donc émotionnellement et psychologiquement, ça a été quand même logiquement compliqué pour la personne. Et donc elle a débuté une PPR en juin 2019. Une des solutions qui avait été trouvée et négociée avec l'agence, c'était de la mettre sur de l'observation, de la mise en situation sur l'achat public et au service jeunesse, parce qu'il y avait peut-être des perspectives de solutions de reclassement. Rapidement, on s'est aperçu que ça convenait pas du tout à l'agence, ce type de fonction, mais alors vraiment pas. Et il y avait en plus une difficulté complémentaire de deuil de son ancien métier, hein. Les bassins, quand on fait ça, c'est quand même à la base un peu une vocation. Et donc du coup, ça s'est pas bien passé. L'agence s'est vite mis en arrêt maladie. Ça allait pas, ça n'allait pas. Et du coup, il y a eu, d'où l'intérêt de faire des évaluations en cours de PPR, une bonne discussion franche autour de la table qui a été faite, et donc une nouvelle orientation de la PPR avec un avenant à la convention vers une orientation de formation et d'immersion professionnelle de cet agent plutôt vers des fonctions de prévention des risques professionnels de services techniques. Et donc là, il y a eu toute une série de formations qui ont été suivies sur les obligations légales liées à la prévention, la communication autour de la prévention, le document unique, la stratégie, etc. Et donc, c'est la diapo suivante. La personne là a bien accroché du coup à ces nouvelles fonctions après cet arrêt de travail. Et du coup, là, il y a eu vraiment une super motivation. Elle était en même temps sur de l'organisation d'événements culturels et loisirs parallèlement. Et à la fin de la PPR, elle avait tellement bien rempli ses fonctions dans le cadre de ses mises en situation que la collectivité n'a pas hésité une seconde et l'a reclassée directement par le biais d'une intégration directe. Ils ne sont même pas passés par le biais d'un détachement. Et la personne a été intégrée du coup sur un grade équivalent au sien. Elle était étape principale de première. Elle a été intégrée rédacteur principal de première. Donc exactement la même chose. D'un point de vue matériel pur et dur, il y a eu une délibération du conseil médical qui a créé ce poste de rédacteur. L'arrêté d'intégration directe a été pris. La rédaction, évidemment, de sa fiche de poste nouvelle. Il y a eu un avis du médecin du travail qui a été rendu par rapport à la compatibilité de l'état de santé vis-à-vis de cette nouvelle fiche de poste. Pas d'avis de la commission administrative nécessaire, hein. C'est vraiment en cas d'échec que ça peut être nécessaire. Là, tout le monde était OK. Et puis donc maintien de sa rémunération, de son ancienneté et continuité de sa vie de fonctionnaire. Quelques petits chiffres à titre d'illustration, mais là ça concerne évidemment que les collectivités locales, hein, au niveau de la Normandie, les premiers chiffres, on a fait quelques stats avec mes collègues des CDG normands, et donc entre 2020 et 2024, on a organisé l'équivalent de 313 PPR. Statistiquement, malheureusement, on constate que les femmes sont bien plus concernées par les inaptitudes définitives aux missions du grade. Et pour cause, on retrouve beaucoup de personnes de la filière technique et donc beaucoup de personnes agents d'entretien des locaux, beaucoup de restauration collective et beaucoup aussi de personnes, 31% issues de la filière médico-sociale, principalement sur des profils d'ATSEM, auxiliaires de puériculture, donc des métiers qui ont une forte pénibilité et très féminisés. À l'échelon, nous, de la Seine-Maritime, au niveau du CDG 76, depuis le début de la mise en œuvre des dispositifs de PPR, donc 2019 jusqu'à 2025, on en est là actuellement à 185 PPR.
et un taux de réussite de reclassement de 59%. Alors, c'est pas mal comparé à mes collègues, mais c'est lié typiquement à la typologie des administrations qui se situent sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire sénomarin où il y a plutôt de grosses collectivités locales, avec donc des capacités de solutions de reclassement plus ouvertes que sur des collectivités toutes petites en milieu rural, où on sait très bien que d'emblée, si, il y a un seul adjoint technique qui est polyvalent technique, qui fait les espaces verts, les bâtiments, et puis la voirie, en dehors de son poste technique, lui, il n'y en a pas d'autre. Et puis la secrétaire de mairie, elle a un temps non complet, donc le reclassement d'emblée n'est pas possible. Mais donc, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être sur un territoire où il y a des grosses collectivités et donc, du coup, un taux de réussite au reclassement qui est plutôt pas trop mal. Je sais pas si Daniel, du coup, on fait la foire aux questions parce que il est déjà Bon, on a 48. posé, ouais, moi, je pense qu'on a posé, on a répondu à La, un certain nombre la de plupart, je pense qu'on y questions. a répondu. Et puis, ça Ouais, risque d'être un peu long et pour ouais. la plupart un peu redondant. Mm, mm. De toute façon, Par, il y a les questions et les réponses dans le support que vous allez avoir. mm. Par contre, ce qu'on vous propose, donc on a répondu à un certain nombre de questions. S'il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse, on vous propose donc à Karen et moi-même donc de recenser, de nous retourner ces questions et on fera à l'issue de ce webinaire une petite fac pour répondre à vos interrogations dans la mesure du possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Loïc pour ta présentation claire et qui est très opérationnelle. Trois autres retours d'expérience d'établissements hospitaliers notamment. Donc par exemple, l'exemple du CHU de Caen pour une aide-soignante qui a demandé un reclassement, donc qui a été recrutée en 2013 reclassement professionnel en février 2024 avec une personne qui a fait une formation en alternance animateur qualité, sécurité, environnement. Avec l'obtention du diplôme, la personne a été retenue à l'issue de la PPR sur un poste de conseiller en prévention des risques professionnels à compter du 18 août 2025. Autre exemple, trois autres exemples du centre hospitalier de Dieppe. Je vais passer rapidement parce que on a également Karine qui va nous parler de son expérience. Donc, un agent ASH pardon, de 56 ans, devenu secrétaire à la pharmacie. Une autre agente des services hospitaliers de 52 ans, devenue agent d'accueil. Agent service hospitalier qualifié de 48 ans, secrétaire à la pharmacie également. Donc des exemples qui dans la fonction publique hospitalière qui existent également. Et puis Karine, je crois que vous êtes présente. Je vais vous laisser la parole. Euh, Bonjour, bonjour à tous. Merci déjà de la présentation qui a eu lieu parce que c'était très intéressant. Ça permet vraiment de recadrer plein de choses sur la PPR. Ça clarifie vraiment les choses. L'exemple que moi je voulais partager, c'est une aide-soignante titulaire, titulaire évidemment avec tout ce qu'on s'est dit, qui a été déclarée inapte aux fonctions d'aide-soignante. On a pu lui faire une proposition de PPR dès la fin de son congé de maladie et on a fait un bilan de compétences qui a permis de déterminer un certain nombre d'orientations naturelles de l'agent vers des métiers de la logistique, ce à quoi on n'avait pas pensé du tout. Donc on s'est orienté vers les métiers de la logistique. Elle a fait des remises à niveau en particulier sur la bureautique de façon à pouvoir gérer des tableaux Excel de suivi de stock. Et on a organisé des journées de découverte, des périodes de découverte et d'immersion au magasin du CHPC. Et à la faveur du départ d'un des agents de l'équipe vers un poste de logisticien de plateau, elle est en cours de reclassement statutaire vers un poste de magasinier sur un grade d'ouvrier principal. Donc on a bien la question du reclassement statutaire avec un reclassement sur une catégorie inférieure à la sienne puisqu'elle est aide-soignante en catégorie B. Elle sera donc reclassée sur un poste en catégorie C et elle perd le bénéfice de la prime d'aide-soignante qui était afférente au grade initial. Mais on est sur quelqu'un qui est satisfait de la situation et qui est surtout contente finalement de se voir offrir une deuxième partie de carrière malgré cette inaptitude.
Sinon, ben voilà, les exemples qu'on a, ils sont très similaires à ceux que viennent de partager mes collègues de Dieppe et du CHU. Et donc, Karine, juste un point technique. Donc, c'est une signature à la différence de la territoriale. C'est bipartite. C'est uniquement, enfin, c'est l'agent et l'employeur. Il n'y a Oui, pas un tout à tiers. fait. D'accord. Non, non, oui, c'est tout à fait ça. On fait des conventions, nous, en interne. Donc, la décision, vous parliez d'arrêter tout à l'heure. Pour nous, c'est des décisions administratives de placement en PPR. Et ensuite, on a une convention de PPR qui est bipartite entre l'employeur et l'agent. Très bien. Merci beaucoup. Compte tenu, alors je vous invite vraiment, donc on va vous envoyer la présentation version PDF, donc vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien. Donc c'est le témoignage, un témoignage qui dure 5 minutes d'une auxiliaire de puériculture qui est passée par le SAS entre guillemets PPR. Et c'est vraiment un témoignage très inspirant si vous devez communiquer auprès d'autres agents sur le deuil du métier et puis la réinvestissement sur la formation, sur les immersions, ce dont a très bien parlé Loïc. Vraiment, je vous invite à aller voir ce petit témoignage qui dure 5 minutes et qui permet de lever un certain nombre de freins et de barrières. Donc pour conclure, on vous propose avec Karen, donc parce que la PPR et le FIP, donc il y a quand même des aides du FIP pour accompagner ce dispositif. Effectivement, Daniel, le FIP poursuit son soutien auprès des agents en situation de handicap, sont mobilisables dans le cadre de la PPR, l'aide numéro 19 qui a trait au bilan de compétences, au bilan professionnel. Je ne vais pas m'étendre dessus. Loïc on a parlé, c'est quand même une bonne porte d'entrée dans le cadre du dispositif de la PPR parce qu'il permet aussi d'identifier des pistes de reconversion. En tout cas, on soutient à hauteur de 2 000 euros. Ensuite, l'aide numéro 21, qui est une aide non négligeable de 10 000 euros maximum pour la formation de l'agent dans le cadre de la période de préparation au reclassement, hein, l'idée étant de financer les coûts de la formation et sachant que par ailleurs, les frais de déplacement relèvent encore des coûts imputables à l'employeur, bien évidemment, puisque la personne est en situation d'emploi. Euh, oui, comme indiqué, c'est une aide échelonnée, c'est pas une aide qui est versée en une seule fois. Et puis, au titre de la DOTH, bien évidemment, dans votre déclaration annuelle, peuvent être comptabilisés en reclassement les BOE et les agents ayant fait l'objet d'une décision de reclassement. Donc, les pièces justificatives à fournir sont l'avis du conseil médical et la convention signée. Très bien. Merci beaucoup, Karen. Donc, on vous a mis également un ensemble de ressources documentaires qui vont compléter tout ce dont on a parlé. Donc, un kit PPR, alors là, qui est très copieux avec des modèles de courrier, modèles de convention. Donc, c'était un kit PPR qui avait été réalisé par le Handipact Occitanie. Une fiche pratique PPR qui a été réalisée par le FIP au niveau national. Et puis, il y a également des ressources pour la PPR dans la fonction publique d'État. Une autre ressource documentaire, c'est la PPR dans la fonction publique hospitalière, et notamment un webinaire qui a été réalisé par le Handipact Hauts-de-France en partenariat avec la NFH, le modèle de convention du CDG 76, et puis un webinaire vraiment beaucoup plus juridique et technique avec un avocat sur la jurisprudence PPR. Alors, on a une question. L'aide du FIP concerne tous les agents ou uniquement ceux qui ont une Non, tous, RQTH? hein. C'est tous, hein. Toute Tous. personne considérée comme étant en PPR du fait de l'avis d'inaptitude définitive aux missions du grade, ayant une RQTH ou pas, bénéficie de l'aide du FIP pendant toute la durée d'1 an de sa PPR.
Très bien. Eh ben, il est 11h57, il nous reste 3 minutes. Donc, pour conclure, on vous fait toujours un petit rappel du Tour de France des 20 ans du FIP. Karen, je crois que c'est un moment important dans chaque région de France, hein. Oui, alors c'est un événement important parce que l'idée du FIP au travers de ce Tour de France qui aura lieu dans chaque région, c'est au-delà de fêter les 20 ans du FIP, c'est aussi mettre en valeur les projets qui ont été portés par les employeurs publics normands, pour ce qui nous concerne, et de valoriser les actions qui ont pu être menées sur les différents territoires. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Daniel de pouvoir proposer un certain nombre de candidatures, candidatures qui seront bien évidemment étudiées par un jury qui se réunira en amont de l'événement, mais en tout cas, n'hésitez pas à concourir sur une des 4 catégories, que ce soit recrutement, apprentissage, maintien dans l'emploi, parcours professionnel, accessibilité, communication, sensibilisation et partenariat. En tout cas, nous serons ravis de vous accueillir le 27 janvier prochain au Mémorial de Caen, puisque c'est dans ce beau lieu que nous allons organiser cet événement. Et en tout cas, vous avez pour ce faire jusqu'au 24 décembre 2025 pour adresser vos dossiers de candidature à Daniel. Très bien. Donc, je me répète, s'il y a des questions que vous souhaitez poser et auxquelles on n'a pas répondu, donc n'hésitez pas à nous les adresser. On pourra faire une petite fac post-webinaire et puis voir vous apporter des réponses adéquates. Enfin, en tout cas, de mon côté, je tiens vraiment, encore une fois, à remercier beaucoup Loïc pour sa présence et son intervention qui était très claire, je pense, et qui a apporté beaucoup de réponses aux participants. En tout cas, la période préparatoire au reclassement est un dispositif protecteur pour les agents, hein. Elle offre un cadre structuré pour faciliter leur transition professionnelle vers un nouvel emploi. En tout cas, je pense qu'avec cette présentation, ça vous a rassuré aussi dans la conduite de ce dispositif et vous a permis d'entrevoir des solutions pour vos personnels qui ont ces inaptitudes et qui doivent revoir leur carrière et leur parcours professionnel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et encore une fois, merci beaucoup Loïc pour ton concours et ton intervention très éclairante. Merci, bon appétit et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.